Salut à tous et bienvenue dans Orientation l'invité, votre rendez-vous qui décrypte l'enseignement supérieur et vous permet de découvrir les meilleures écoles. Et aujourd'hui, on va s'adresser à 3 catégories de lycéens. 1, ceux qui veulent réussir en médecine. 2, ceux qui veulent intégrer les carrières paramédicales, infirmières, orthophonistes, ergothérapeutes. Et en 3, ceux qui veulent faire carrière dans le social, je veux parler des éducateurs notamment. Et la formation qui concerne tous ces profils, c'est Supexam, un centre de préparation présent dans 8 villes de France et qui prépare à ces 3 catégories d'études, médecine, paramède et social, je l'ai dit. Et pour en parler, nous avons la chance d'accueillir le directeur du centre de Paris, Nicolas Rodriguez. Jingle. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, je suis très curieux sur Supexam. Je l'ai dit, ça s'adresse à 3 publics. C'est une prépa. Quelle est la particularité de votre prépa? C'est quoi l'ADN? Il y a pas mal de prépas en France. Quelle est son originalité? Alors, j'ai bien envie de vous dire que l'ADN de cette prépa, c'est la bienveillance. Je pense qu'on est... Oh, c'est gentil pour commencer, ça. C'est bien. Oui, mais c'est important. C'est important, la bienveillance, parce que je pense qu'on fait partie des seuls prépas, justement, où on met ça en avant. Vous savez, on ne fait pas un métier dans le paramédical, dans le médical ou dans le social par hasard. Tous les étudiants, parce que pour intégrer mon école, je demande automatiquement, obligatoirement, un entretien de motivation. 8 étudiants sur 10, pour ne pas me dire 10 sur 10, au bout d'un moment me disent, quand je leur pose la question « Pourquoi vous voulez faire ce métier ?», ils me disent « Pour aider les autres ». Eh bien moi, je veux absolument qu'ils l'appliquent dès à présent. Je ne veux pas qu'il y ait un esprit de compétition où les étudiants sont mal à l'aise dans leur école, où ils ont peur d'aller, par exemple, de quitter les cours, de peur qu'on leur pique les cours. Je ne veux pas du tout qu'il y ait... Donc, vous voulez créer un havre de sérénité pour préparer les concours? Je pense qu'on apprend mieux sereinement, de toute façon. Et c'est vrai que l'ADN de l'école, ça va être l'entraide. Ça fait partie vraiment de notre pédagogie. D'ailleurs, nous avons une pédagogie par l'exercice et l'entraînement. C'est-à-dire que, d'une part, toutes les semaines, nous allons donner des livrets d'entraînement à faire chaque semaine. Chaque semaine, les étudiants donc, doivent travailler en autonomie, faire leur livret, évidemment tout seul, et quelques jours plus tard, on leur propose justement des séances de correction où on va leur demander de se mettre par petits groupes et c'est à eux justement de pouvoir s'expliquer les points qui ont posé des problèmes. On est très loin de l'univers prépa, bachotage, boîte à concours. C'est pas ça que vous avez eu envie de créer? On n'est pas si loin que du bachotage parce que finalement les livrets d'entraînement, ça oblige les étudiants à travailler de manière régulière. Mais il y a un esprit. Il y a un esprit d'entraide. Tout à fait, il y a un esprit d'entraide parce que, comme je vous l'ai dit, on ne fait pas un métier dans le médical, le paramédical ou le social par hasard. Alors qu'on comprenne bien le schéma, les fonctions paramédicales, sociales, les études paramédicales, sociales et médecine passent par des concours. Vous, votre métier, c'est de préparer à ces concours. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Et vous m'avez parlé justement de cet esprit de compétition. Je veux bien que mes étudiants aient cet esprit de compétition et de toute façon, ils ont l'occasion justement de l'avoir puisque toutes les semaines, ils ont des évaluations. Des évaluations où ils sont corrigés, notés et toutes les semaines, il y a des classements. D'ailleurs, c'est moi qui fais les classements. Donc en général, j'ai les étudiants qui sont autour et ça me permet justement de pouvoir dialoguer, d'avoir ce suivi semaine par semaine et si jamais il y a eu un accident, savoir pourquoi. Est-ce que c'est un problème de méthodologie, un problème de compréhension, un problème extérieur ? Quand on dirige une école, on est obligé de savoir justement tout ça pour pouvoir justement apporter des aides à ses étudiants. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et comme je vous l'ai dit, donc il y a des évaluations chaque semaine. Et toutes les 2 semaines, il y a des concours blancs nationaux. Des concours blancs nationaux, ça veut dire que tous les étudiants vont faire un même sujet et vont être en compétition avec tous les étudiants de toute la France. Et là, à ce moment-là, c'est là où l'esprit de compétition rentre. Parce que moi, par exemple, étant le directeur de l'école de Paris, je veux absolument que mes étudiants parisiens soient devant les autres villes. Et ils le comprennent très bien. Justement, c'est pour ça qu'ils vont utiliser les livrets d'entraînement pour pouvoir s'aider les uns les autres et pouvoir s'expliquer justement certains points pour être devant les autres villes. Alors, on va prendre l'exemple de Paris. À Paris, vous préparez plutôt aux concours paramédicaux. Oui, tout à fait. Et sociaux. Ces concours ont lieu à une certaine date. Vous prenez les étudiants combien de temps avant? La formation dure combien de temps? C'est 1 an de préparation au concours? Non, ce sont des stages commando? Ça se passe comment? Alors, c'est un petit peu moins. C'est 7 mois de formation puisque ça commence aux alentours de septembre et ça finit
Aux alentours de fin mars, en fait, puisque tous les concours vont être à peu près fin mars, exception faite pour les mises à niveau scientifiques. Car nous avons plusieurs classes de mise à niveau scientifique, c'est-à-dire tous les étudiants qui n'ont pas un bac scientifique et qui ont la nécessité de l'avoir pour pouvoir poursuivre des études dans le paramédical, le social ou même tenter une première année de médecine. Donc pendant cette période de formation, est-ce qu'on doit déjà être prédéterminé par rapport à son concours ou on fait une préparation globale au concours et après on va, dans le paramédical par exemple, choisir ergothérapeute, kiné? Est-ce qu'on est éligible à tous les concours et puis on voit bien ce qui se passe au concours, ou est-ce qu'on prépare un seul concours spécifiquement? Alors, tout dépend quelle formation nous choisissons. En fait, c'est parce que chaque concours est spécifique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des concours, par exemple, pour être orthoptiste, c'est une épreuve, 2 heures de physique, 2 heures de biologie. Pour d'autres matières, après un audioprothésiste, vous allez rajouter une épreuve de mathématiques et d'autres épreuves. Donc, c'est-à-dire que tout dépend, mais moi, je préfère des étudiants qui ont déjà un avis sur leur métier. Donc ils préparent spécifiquement un concours. Donc on rentre chez vous, on dit je veux faire infirmier, je veux faire orthoptiste. Orthoptiste, audioprothésiste, et donc là orthophoniste. après on est ciblé et on va jusqu'à approfondir toutes les matières du concours. Tout à fait, tout à fait. Et je dirais même qu'en fait on va commencer en amont. Parce que je crois, j'en suis même certain, nous sommes la seule prépa qui commençons les préparations bien avant la rentrée. C'est-à-dire, dès que nous recevons les résultats du baccalauréat de nos futurs étudiants, nous leur envoyons des livrets de révision à faire pendant les vacances. Waouh! Eh oui, mais on est obligé. C'est sympa le passeport de vacances. Oui, mais ça permet d'avoir une année justement plus facile par la suite. En fait, c'est des révisions où on va reprendre toutes les révisions de base pour pouvoir faire une bonne année. Et en fait, ça rentre dans le cadre de ce que vous disiez. Vous voulez vraiment prendre en main les gens, les amener tout doucement au concours et quelqu'un qui est motivé ne sera pas choqué par démarrer sa préparation très tôt. Bien entendu. De toute façon, chaque étudiant qui intègre mon école, je l'ai déjà reçu en entretien de motivation. Je lui ai expliqué vraiment la charge de travail qui l'attendait. Et après, c'est ce que je dis à mes étudiants. Vous savez, moi, je suis toujours là pour les encourager, mais je ne suis pas là pour leur mentir. Et après, c'est vrai que je ne vais pas choisir des étudiants en leur disant « Écoutez, vous allez tenter un concours, ne faites rien, vous allez l'avoir ». Ce serait leur mentir. Et ça, je suis absolument contre. J'ai une vraie question à vous poser. Est-ce qu'on a une chance de réussir ces concours sans préparation? Oui, difficilement. Enfin, après, les chiffres l'indiquent. Par exemple, une année de médecine, c'est entre 5 et 10% de réussite sans prépa. La médecine, vous prenez l'exemple le plus élevé, parce qu'on sait qu'il y a une hécatombe en première année de médecine, mais pour les infirmiers, pour l'orthophoniste... Un orthophoniste, par exemple, il y a moins de 5% justement sans prépa. Donc, il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement, c'est certain, surtout, notamment pour le concours orthophonie. C'est un concours qui est tellement difficile. Vous savez, c'est une profession qui est protégée par le numerus clausus. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, il n'y aura pas plus de 850 étudiants sur... Oui, c'est capé. Exactement. Donc, vu la difficulté du concours, ils sont obligés d'être encadrés. Et puis même pour acquérir la culture générale demandée, enfin, par exemple, petit exemple, le concours d'Amiens, là, cette année, pour les orthophonistes, il fallait savoir comment on appelait un collectionneur de cordes de pendus. Facile. Oui. Bah oui, sconio-pentaxophile. Mais voilà, et donc ça nécessite un travail vraiment régulier, constant et intensif. Et on va essayer d'en savoir un peu plus justement sur ces taux de réussite et ces chances de réussite avec la deuxième partie de l'émission, la foire aux questions. Jingle. Alors le principe de la foire aux questions est simple, je vous pose des questions courtes et directes et vous me répondez des réponses courtes et directes, très factuelles. Quels sont les taux de réussite aux examens que vous obtenez ? Tout dépend des formations. J'ai envie de dire, par exemple, infirmier, auxiliaire de puériculture, on a plus de 90% de réussite. Pour tout ce qui est concours dans la carrière sociale, on a plus de 80% de réussite. Pour des audioprothésistes, nous avons 70% de réussite. Ouais, des vrais bons résultats. Ça doit rassurer les familles. Ça rassure les familles. Oui, je comprends. Quel est l'examen le plus facile ? Question difficile. Quel est l'examen ? J'ai envie de dire à mes étudiants, aucun concours n'est facile. Vous savez, c'est la différence entre un concours... J'ai pas dit lequel était facile, j'ai dit le plus facile. Alors, le plus facile, allez, on va dire... peut-être les concours sociaux ou des concours d'auxiliaire de puériculture. Mais après, chaque concours nécessite un travail. Et le concours le plus sélectif ?
Orthophonie, Plus que médecine? pareil, Pareil que médecine. aussi dur. Ouais, c'est pas évident de le savoir. Qu'est-ce qu'on fait si on se plante? On refait une prépa? On abandonne? On fait quoi? Tout dépend des résultats le jour du concours. Parce que pour ma part, moi, par exemple, le redoublement ne va pas forcément être systématique. Notamment, on parlait des concours d'orthophonie. Le concours d'orthophonie, c'était si difficile que je vais attendre de voir la fin des résultats pour pouvoir voir si effectivement il En est gros, si positif. on n'était pas loin, on refait. Exactement. Si on est à la ramasse, on passe son tour. Vous savez, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants, on est tous faits pour un métier, il suffit de le trouver. Alors après, le tout, c'est de donner son maximum et on voit où on arrive. Après, c'est vrai qu'il y a un gros travail de réorientation par la suite tout au long de l'année. D'ailleurs, moi, je fais plusieurs entretiens individuels tout au long de l'année pour justement faire un point, parce qu'on est obligé à un moment de poser cette question, quel est le plan B si jamais il se passe Et un est-ce qu'il y a échec? des abandons? Est-ce que vous avez beaucoup d'abandons? Ça arrive, les abandons. J'ai envie de vous dire, il y en a de toute façon toujours beaucoup trop, mais en même temps... On sait aussi qu'il y a des prépas qui disent aux gens d'abandonner pour ne pas baisser leur taux de réussite. Oui, mais moi je laisse personne sur le bord du trottoir. D'accord. Vous l'accompagnez jusqu'à Jusqu'à l'école. Jusqu'à l'école et peut-être même jusqu'à un autre futur métier. Mais c'est important d'avoir cet esprit de réorientation parce que c'est une année de prépa, c'est une année qui n'est pas facile. C'est une année où les étudiants travaillent comme jamais ils n'ont travaillé. Voilà, et ont besoin d'un accompagnement. Ils ont tout à fait besoin d'un... Et c'est des périodes où ils sont très fragiles. Donc il faut être là. On va passer à la troisième partie de cette émission, la question qui tue. Jingle. On demande aux internautes qui se connectent sur le site mcetv.fr de poser leurs questions à nos invités. Et nous avons pour habitude de sélectionner la plus vache ou la plus difficile. Comme ça, moi, ça me dédouane et je peux parler en leur voix. Et cette question que nous avons choisie pour vous, elle est simple. Toutes les prépas vantent les mérites de leur méthode, de leur accompagnement. Alors comment, nous, de l'extérieur, on peut savoir laquelle dit vrai? Je pense que c'est très important d'aller déjà aux journées portes ouvertes. Parce que comment se faire une idée dans une école? Je pense que c'est important de discuter, par exemple, avec des anciens étudiants. Nous, par exemple, dans notre école, on a un système de parrainage. C'est-à-dire que lors des journées portes ouvertes, vous allez voir automatiquement des étudiants qui ont déjà réussi le concours. Et je trouve que c'est une très bonne approche pour les étudiants parce que ça leur permet de se projeter. Et ça va leur donner justement l'énergie pour travailler tout au long de l'année et réussir leur concours. Donc je trouve que c'est très important de discuter avec des étudiants qui ont déjà eu le même parcours qu'ils vont avoir et aussi bien se renseigner sur les forums. Et vous arrivez à mobiliser vos anciens qui reviennent, malgré qu'ils sont maintenant en école d'infirmier ou en école quelconque d'éducateur ou quoi que ce soit. Ils reviennent pour vous? Ah, quand ils sont contents de l'année qu'ils ont passée, oui, ils reviennent. C'est vrai que c'est un bon indicateur. On va passer à la dernière partie de l'émission, si vous le voulez bien, qui s'appelle les 30 secondes pour convaincre. Jingle. Nicolas, j'arrête de vous saouler avec mes questions, je vous laisse la place. Vous avez 30 secondes pour convaincre nos téléspectateurs que SupExam est une bonne opportunité. Mais je vous donne 30 secondes et pas une seconde de plus. Au bout de 30 secondes, un gong retentira et vous coupera la parole de manière indécente. Très bien. Écoutez, je vous en remercie. Alors, pourquoi choisir SupExam? Comme je vous l'ai dit, c'est parce que c'est une école qui est bienveillante, avec un gros encadrement, une pédagogie qui a fait ses preuves, puisque, comme je vous l'ai dit, l'école, elle existe depuis 1979, qu'elle a été créée par 3 universitaires montpelliérains. Et c'est à travers, justement, cette pédagogie, par l'exercice, l'entraînement, l'entraide, et surtout ce soutien psychologique tout au long de l'année, qu'on arrive à avoir des bons résultats. Donc, effectivement, si vous voulez vous sentir à l'aise dans une prépa pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, n'hésitez pas à venir chez nous. Et voilà le gong qui siffle la fin du match, la fin de votre argumentaire et la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir nous avoir permis de mieux découvrir SupExam, c'était très sympa. Je vous en prie, merci de m'avoir accueilli. Et quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour un nouvel épisode d'Orientation l'invité. Bye bye, ciao.